Une fois n'est pas coutume, je vais vous lire un texte que j'ai écrit depuis la nuit du 11 au 12 février, suite au début de la Juste pour rappeler, dans Rafah et aux alentours de Rafah, il y a 1,5 million de Palestiniens sur les 2,5 millions qui vivent à Gaza. Donc cette ville est dans un état de délabrement pas possible à cause du nombre de personnes. Évidemment, les installations sanitaires, rien n'est préparé pour ça, ni les hôpitaux, ni quoi que ce soit. Parmi les gens qui ont été déplacés, qui venaient de la zone nord de Gaza City, par exemple, qui a été déjà évacuée depuis longtemps par la force, par les Israéliens, qui ont demandé aux civils de quitter les lieux, qui avaient encerclé la zone en disant que là, ils en auraient fini avec ceux qu'ils appellent les terroristes du Hamas. Évidemment, ça n'a pas été le cas et c'était bien prévu. Et au fur et à mesure, en fait, toutes les déclarations ne sont faites que pour gagner du temps. Et les épisodes de paix, entre guillemets, de trêve humanitaire ou autre ne servent à rien. Manifestement, la décision de la Cour internationale de justice ne sert à rien, n'est pas respectée. Tout est n'importe quoi. Aux États-Unis, il y a un président qui est plus que momie que président. Le rapport spécial de l'enquêteur, en fait, qui avait été mandaté et conclut qu'il a plus du tout sa mémoire, et d'ailleurs de toute façon on s'en rend compte puisqu'il pense qu'il a été en contact récemment avec Mitterrand et Kohl, donc typiquement le cas de quelqu'un qui a un Alzheimer, donc c'est sa mémoire ancienne qui revient et sa mémoire à court terme qui devient complètement délirante. Donc qui dirige les États-Unis, comment, c'est juste tout bonnement improbable. Je vous rappelle que l'interview de Tucker Carlson lors de sa rencontre avec Poutine démontre que, en revanche, le chef d'État russe non seulement a toute cette tête, mais que les choses sont extrêmement claires. Il a une grande mémoire, il a une grande conscience de la situation et surtout, il a véritablement envie d'un apaisement, pas simplement en Ukraine. Et évidemment, s'il n'a pas parlé de Gaza, c'est parce que le sujet, de toute façon, chaud pour les Russes aujourd'hui, c'est l'Ukraine et les conséquences en termes de sanctions, en termes de tentatives d'isoler la Russie, qui évidemment n'a pas marché, puisqu'aujourd'hui, il y a plus de peuples, il y a plus de pays et il y a plus d'argent dans le monde qui circule avec la Russie et par la Russie qu'il n'y en avait avant les sanctions, ce qui n'est évidemment pas le cas de ce qui se passe en Europe et en revanche, ce qui est le cas de ce qui se passe aux États-Unis, puisque les États-Unis profitent également de cette situation qui a reboosté leurs industries militaires et qui a permis de continuer à utiliser au mieux, entre guillemets, en tout cas à court terme, tant que la bulle n'explose pas, les trilliards de dollars qui ont été imprimés et qui permettent aux Américains, en tout cas à ceux qui peuvent spéculer, d'être plus riches qu'ils ne l'ont jamais été. Parce que je vous rappelle que si vous regardez les marchés financiers mondiaux, vous verrez que les bourses battent record sur record, ça continue à monter. En réalité, c'est comme s'ils avaient inventé une espèce de pierre philosophale, c'est-à-dire qui donne de la valeur d'or à de la merde. Et je pèse vraiment mes mots quand je le dis, puisque je vous l'ai dit, en fait, on a des leaders dans plein d'industries, que ce soit le luxe, l'agroalimentaire, tout ça, qui vendent de la merde à prix d'or. Il n'y a qu'à aller regarder sur tous les réseaux sociaux, à part X, pour voir ce qu'on met en avant. On met en avant des espèces de mini-dettes qui vendent toutes les crèmes possibles et imaginables, dont on n'ose même pas regarder la composition, pour vendre les régimes minceurs qui sont censés compenser les effets délétères de tous les produits qu'on vend dans la grande distribution à petit prix. Donc les gens achètent de la nourriture pas chère et résultat, en fait, ça fait tourner l'industrie du médicament, l'industrie des crèmes, l'industrie des régimes amaigrissants avec encore plus de merde, mais qui aura un impact
à long terme, un peu comme les injections. C'est censé résoudre un problème à court terme, mais ça en crée plein à long terme qui enrichissent ceux qui sont à l'origine du problème, comme les guerres qui tuent les pauvres et qui enrichissent les riches, quel que soit leur camp. Donc c'était fascinant d'écouter Poutine, mais ce qui est encore plus fascinant, c'est de voir la précision, le début de l'attaque de Rafah qui se passe en même temps qu'un Super Bowl, et un Super Bowl hyper médiatisé, parce que qui est présent lors de ce Super Bowl? La mégastar américaine Taylor Swift, dont on sait aujourd'hui qu'elle est considérée comme un asset par la CIA. CIA qui est pointée du doigt par Poutine comme étant responsable des attentats de Nord Stream 1 et Nord Stream 2. Ce qui voudrait dire que la CIA est en réalité l'acteur qui contrôlerait le Pentagone, puisqu'évidemment ce sont des actes qui ont été commis par des militaires, des forces spéciales. Mais revenons à la raison de cette capsule, parce que sinon je pourrais évidemment, comme vous savez tous, parler pendant très longtemps. Et avant d'en parler, je vais parler très rapidement de l'abonnement à ma chaîne Substack, qui a eu un peu plus de lenteur en fait ces dernières semaines, parce qu'il y avait tellement de choses qui se passaient dans ma tête avec la perpétuation des exactions en Palestine, avec le nouveau gouvernement en France, avec la multiplication des annonces sur les conséquences délétères des vaccins, avec bientôt l'OMS qui va prendre le contrôle de la santé de la plupart des pays du monde en cas de nouvelle pandémie qui ne saurait tarder. Il ne faut pas être naïf. Les élections américaines et vraiment ce qui se passe sur le dos de Trump, l'Arabie Saoudite et Ben Salman qui essaient d'être courageux, Elon Musk qui essaie de ménager la chèvre et le chou en allant visiter Auschwitz après la visite qu'il avait faite en Israël il y a quelques semaines. Tout ça c'est important parce que je pense qu'il s'imprègne de ces choses-là. Il essaie de comprendre. Moi, vous savez, j'ai une confiance très forte dans ce que j'appelle mes 5 fantastiques. Et le temps me donnera raison. Mais en tant que personne qui s'est toujours intéressée à la stratégie, dans l'économie entre guillemets réelle, hein, qui est totalement irréelle, mais également dans les jeux de société comme les échecs, le go ou même le poker, qui sont souvent bien plus réels que le monde réel, je sais que face à un adversaire redoutable et de haut niveau, comme le sont les États profonds des différents pays de l'Occident, eh bien, même quand on pense avoir enfin trouvé une solution, même quand on pense avoir trouvé un angle de communication, etc., on se rend compte que tout ça, c'est bien naïf, parce que la machine est nettement plus forte que tout ce qu'on peut essayer d'imaginer pour continuer à faire avancer point par point ces plans vers quelque chose de véritablement diabolique, eschatologique, appelez ça comme vous voulez. Donc de toute façon, le cauchemar continue, mais c'est un cauchemar très étonnant parce qu'évidemment, quand on vit en Occident, c'est-à-dire loin de l'Afrique, loin de l'Asie, loin de la Palestine, loin de l'Ukraine, loin de tout ça, on n'imagine plus ce qui se passe. Et d'ailleurs, on en a marre d'avoir les informations. On est content, il y a du buzz avec Delon, il y a du buzz avec Coé, il y a du buzz avec Depardieu, il y a du buzz avec Godrèche, il y a du buzz avec tout le monde, et finalement ça nous va bien, et puis il y a du buzz avec le côté LGBT+ du gouvernement français, le fait qu'un tel est resté, etc. Donc en réalité, on est totalement intéressé par les détails, et c'est exactement ce que souhaitent les gens qui font ça, parce qu'en fait, ils nous divertissent, ils nous donnent des jeux, ils nous donnent du Super Bowl, ils nous donnent du Taylor Swift, ils nous donnent à mettre en pâture un jour tel ex-star, un jour tel autre, etc. Et puis bientôt l'un ou l'autre, alors que bizarrement, on n'a toujours personne véritablement incriminé dans les affaires Epstein et les liens qu'il pourrait y avoir, comme ça a été exprimé, avec les services secrets israéliens, par exemple. Donc tout ça reste complètement flou. En réalité, on s'en fout. C'est, comme le dirait ACDC, une autoroute vers l'enfer. Donc on y va. On a toujours Julian Assange qui est en prison dans des conditions
inhumaine, tout ça. Pourquoi? Parce qu'il a dit la vérité et qu'on vit dans un monde dans lequel celui qui dit la vérité, on lui coupe pas la tête, mais on le met en prison très longtemps. Comme ça, il ne va pas pouvoir s'exprimer. Quand il s'exprimera, en fait, beaucoup de gens l'auront complètement oublié. De même que les trafics divers d'enfants, de tout trafic, entre guillemets, qui ont lieu et qui sont infernales. Donc, et j'ai toujours les mêmes projets de faire un site web, d'écrire un livre qui s'intitulera La Table Rouge. Et aussi, avec mon ami Mehdi Bellage, on a le projet d'écrire un livre de géopolitique ensemble. Ça nous intéresse. Et comme ça, en fait, après avoir fait des dizaines de brouillons, après avoir écrit des centaines de pages, toutes plus satisfaisantes, puis insatisfaisantes, puis, je vais vous lire quelques pages de ce livre que je vais écrire, et écrire ça en parallèle avec des rencontres autour de Pot de Miel, hein, des rencontres qui font du bien, qui sont relativement rares, plus rares que j'aurais évidemment souhaité, mais qui sont essentielles pour moi parce qu'on peut avoir de longues discussions, et vraiment j'aurai de nouveau plein d'échanges avec vous sur ce sujet-là, parce que je vous assure que les similitudes entre les abeilles, les ruches et le monde dans lequel on vit sont nombreuses, extraordinairement nombreuses, comme vous le découvrirez au fur et à mesure. Mais là, je vais lire, c'est rare, parce que je veux essayer de rester très dans cette histoire que j'ai racontée et qui évoluera, qui va grandir de chapitre en chapitre. Il y a une trame qui est assez énorme, comme une espèce de toile d'araignée dont on va devoir essayer de se sortir. Pourquoi j'ai choisi ce format du conte pour enfants? Pourquoi j'ai choisi cette manière d'inventer les choses? Parce que je me dis que finalement, pour toucher les cœurs et les âmes, il faut essayer de reparler aussi simplement que quand on parlait à des enfants, et essayer de réveiller ces enfants qui sont en nous. Allez, je commence. Il était une fois la famille de Mohamed, le plombier aux mains magiques, dont la femme, Aïcha, est une couturière de légende à Gaza, en Palestine. Aïcha fait les plus belles robes de mariée de Gaza. Toutes les femmes, toutes les jeunes femmes rêvent de porter une robe d'Aïcha pour leur mariage. Une belle robe scintillante, magnifique, et qui pourrait illuminer la cérémonie. La famille de Mohamed et d'Aïcha n'est composée que de 3 enfants survivants. 3 étant morts sous les balles de snipers israéliens lors de fréquentes marches pour la paix, où indifféremment enfants, journalistes, adultes se font tirer comme des canards de foire. Mais cette fois-ci, c'est pas pour gagner un lot ou un ours en peluche que les snipers israéliens tirent, c'est pour faire un carton. Depuis, la famille de Mohamed n'a pas grandi, car Mohamed a été battu à mort. Il a été battu à mort par des colons lors d'une visite avec sa femme en Cisjordanie. Cela s'est passé sur le bitume d'une des belles rues de Jéricho, avant que, comme on peut tous le voir, pour ceux qui suivent les réseaux sociaux, que les Israéliens ne détruisent ces rues avec une ferveur systématique et sans justification, cela depuis quelques mois. En effet, depuis que l'offensive terrible, barbare a commencé à Gaza, eh bien, il y a le même type d'offensive qui se passe en Cisjordanie, qui vivent aussi dans des conditions détestables. Et là, les rues, les pavés des rues, le goudron des rues est soulevé pour les rendre totalement impraticables, en prévision, je ne sais pas de quoi. Que prépare-t-il ? Que préparent les Israéliens en Cisjordanie? Pourquoi est-ce que la famille de Mohamed, enfin lui et sa femme, s'étaient rendus en Cisjordanie? C'était pour aller sur les tombes de 2 frères de Mohamed. Des frères dont les corps avaient été rendus par l'armée israélienne après des années de prison. Puis des années dans des frigidaires parce qu'ils étaient morts en prison, mais qu'il fallait qu'ils effectuent toute leur peine, et donc ils étaient conservés dans des frigos. Et finalement, ils ont été rendus dans des conditions abominables. Soi-disant, leurs organes n'avaient pas été
conservés pour permettre la conservation du corps. D'aucuns s'interrogent si ces organes n'ont pas servi à autre chose. L'un était mort dès le début de la captivité, l'autre est mort plus tard. Il n'y avait pas eu de procès de leur vivant. Les deux ont été reconnus coupables de crimes après leur mort, avec un avocat commis d'office. Ils avaient été faits prisonniers lors d'une guerre précédente d'Israël contre les Palestiniens, parce qu'ils se trouvaient au mauvais endroit, au mauvais moment, et que leur regard n'avait pas plu. Et donc ils s'étaient fait mettre quasiment nus devant leur famille, devant leurs enfants, devant leurs femmes en slip, et emportés dans des camions vers une destination inconnue. Il se passe la même chose à chaque fois qu'Israël fait une opération militaire à Gaza. Des nombreux prisonniers, prisonniers politiques, prisonniers administratifs, prisonniers militaires. De toute façon, il semble que pour les Israéliens, tout le monde est coupable. Il y a eu 6 guerres au cours des 10 dernières années. Le plus souvent pour de faux prétextes. Mais jamais, je dis bien jamais, aussi bien préparé que cette fois-ci. Le chef-d'œuvre du diable. Comme l'épidémie du Covid qui a été parfaitement préparée avec toutes les expériences précédentes, dont H1N1, dans quasi tous les détails, on en parlera. Il y a eu des tas de groupes de travail, de réflexion, pour réfléchir à tous les aspects. Comment organiser le nettoyage ethnique de Gaza sans avoir l'air de faire un génocide? Comment détruire les vies? Comment détruire l'âme de ce peuple palestinien, aussi bien à Gaza qu'en Cisjordanie, sans en avoir l'air, et surtout comment imposer à tous les pays amis, à tous les peuples amis, à toutes les personnes qui voudraient se révolter contre de telles exactions, et comment leur imposer le silence, par la loi, par la censure, par la menace économique ou sociale. L'interdiction de s'exprimer, l'interdiction de dire « ce n'est pas possible, ce n'est pas acceptable ». Jamais cela ne devrait se produire, jamais. Et des journalistes qui sont tués par dizaines, maintenant par centaines, de façon extrêmement ciblée, comme des images que j'ai pu voir où un drone a tué délibérément, pas tués d'ailleurs encore, ils sont qu'amputés de leurs 2 jambes pour un et défigurés pour l'autre, avec énormément de blessures malgré leur casque et leur gilet pare-balles, 2 journalistes de la chaîne Al Jazeera qui étaient en train de couvrir les événements atroces de Rafah. Et évidemment, le monde de la presse, leurs confrères, dans les grands médias occidentaux, ne parleront pas de ça. Ne parleront pas de ça, ils ne l'évoqueront même pas, parce qu'il y a d'autres affaires plus importantes. Bref, le chef-d'œuvre, cette guerre à Gaza en ce moment, est un espèce de chef-d'œuvre diabolique. Chef-d'œuvre diabolique comme d'autres, le cycle des guerres aux marges de la Russie qui a été planifié depuis si longtemps et qui conduit à l'obligation par la Russie de conduire cette opération spéciale, et Poutine l'a parfaitement expliqué, mais aussi la destruction de Nord Stream qui a été préparée minutieusement par les Américains, l'incendie de Notre-Dame de Paris qui a été préparé également minutieusement, extrêmement minutieusement, et la date n'est pas une coïncidence, l'assassinat de JFK aussi, la conquête de la Lune en studio de cinéma, le 11 septembre, et évidemment, entre guillemets, le 7 octobre et Boutcha. Ou pas, l'avenir le dira. Mais quel avenir? Quel avenir dans un monde qui vend l'âme de ses meilleurs esprits, qui détruit celle de ceux qui pourraient le devenir, et finalement qui nous promet un avenir très sombre, même si aujourd'hui, en apparence, tout va bien, parce que Taylor Swift est amoureuse et que les Chiefs ont gagné après les prolongations contre les 49ers de San Francisco. Mohamed avait voulu épargner sa femme alors qu'elle allait se faire violer, et peut-être même la sauver, car les violeurs étaient des bêtes connues qui déambulaient à longueur de journée dans le quartier et avaient déjà violé de nombreuses jeunes femmes. Aïcha était si belle, presque angélique, avec son allure noble, ses mains de fée, son regard franc et lumineux,
et ces rires si naturels et magiques que tout le monde était apaisé juste à la croisée. Mais pas ce groupe de 4 colons, dont 3 ex-soldats israéliens, à l'âme vide et à la virilité aussi malsaine qu'insatiable, tels des succubes mâles. Alors qu'il voulait entraîner cette mère de famille et femme si digne et aimante dans une ruelle pour la violer, Mohamed s'est interposé, il en est presque mort. La police israélienne qui regardait la scène n'a pas bougé au début. Ils rigolaient, y compris une policière au visage vulgaire, malgré par une balafre mal recousue, mourant. Sous le coup de pied et les insultes, Mohamed y a perdu sa virilité. Et sa femme a fait une fausse couche. Elle était enceinte de leur 7e. Elle était enceinte de leur 7e. Elle avait essayé de lutter avec ses petites mains et ses bras courageux, mais s'est pris plusieurs coups de pied dans le bas du ventre, qui ont eu raison de cette merveilleuse grossesse tant attendue, après tous les malheurs qu'avait vécu cette famille. Ce sont finalement quelques gaillards palestiniens, des adolescents et surtout un sage de la rue voisine qui, alertés par les cris, ont arrêté le massacre juste à temps. La police les a tous arrêtés et mis en prison pour trouble à l'ordre public. Les colons sont repartis libres immédiatement, avec leur sourire goguenard, en disant « on reviendra ». 2 des sauveteurs sont encore enfermés. Sont-ils encore vivants? Le juge, qu'ils n'ont pas encore vu, de toute façon, les laissera en prison pour récidive. Ils avaient déjà été condamnés pour s'être interposés devant des injustices flagrantes. Les autres, après quelques mois en prison, sont libres, mais sous contrôle judiciaire. Finalement, Mohamed et sa femme n'ont jamais pu aller sur la tombe de leur frère. Ils ont été remis à Gaza, soignés difficilement. En réalité, tout le monde à Gaza ou en Cisjordanie est sous contrôle judiciaire. Tout le monde. Mohamed et sa femme sont restés de longues minutes sur le bitume avant qu'une ambulance du Croissant Vert puisse les emmener. Ils n'ont pas été arrêtés. Une équipe de la télévision russe, RT, avait tout filmé. Le scandale de trop pour Netanyahou, déjà Premier ministre? Non. RT a été censuré. Pas de scandale, car pas d'images qui ont été confisquées. Les diplomates russes ont beau essayer de les récupérer, etc. Rien à faire. Rien à faire. Et finalement, au milieu de toutes ces exactions, cet épisode aurait pu rester neutre. Mais si cette famille n'était pas apparue dans mon compte, après des mois de convalescence, le corps brisé, le visage reconstruit, Mohamed est revenu à la vie. Et ensemble avec Aïcha, ils ont enfin pu acquérir une maison, eux, avec l'aide de leurs proches, de l'UNRWA, cette fameuse association humanitaire des Nations Unies, si importante pour la survie des Palestiniens, mais aussi et surtout de l'argent de leur famille au Canada et d'un cousin américain. C'était en septembre 2023. Une belle maison dans laquelle chacun avait sa chambre. Il y avait même Internet haut débit. Il rêvait un jour d'avoir Starlink, car un des cousins éloignés de la famille faisait une belle carrière avec Elon Musk. C'est ce cousin, d'ailleurs, qui avait payé quasi seul l'essentiel de la maison, disant vouloir y venir pour certaines vacances, pour montrer le pays de ses ancêtres à sa femme chilienne et à leurs enfants. Ainsi, dans cette maison, il y avait une vraie salle de bain et des panneaux solaires pour la climatisation et même des batteries, ce qui était un luxe pour une maison individuelle à Gaza. Des batteries qui permettaient, en cas de coupure du courant, de continuer à avoir Internet et à avoir une vie quasiment normale à Gaza. Un petit jardin dans lequel la famille pouvait jouer et la fille s'amusait avec son chat. Les enfants avaient des rêves et les parents aussi. La vie avait repris son cours pour quelques jours. La famille était respectée, la famille de Mohamed. Depuis des générations, leurs parents étaient morts en martyrs. Mais eux, Mohamed et Aïcha, croyaient en la paix.
Ils avaient choisi le chemin du pardon et œuvraient en ce sens. Ils disaient, pourquoi se battre? Soyons heureux avec ce que Dieu nous a donné. Soyons courageux et allons de l'avant. Construisons un beau Gaza et montrons au monde qui nous sommes. Ne laissons personne nous salir. Ils vivaient près de l'église orthodoxe et souvent proposaient leurs services, plomberie, électricité et couture, gratuitement à la confrérie locale. Car oui, à Gaza, vous avez des chrétiens coptes, des chrétiens orthodoxes, des musulmans, des athées. Vous avez les confessions qui les ensemble. Et vous pourriez même avoir des juifs sans aucun problème. Parce que les Gazaouis ne sont pas des gens qui cherchent à traiter ceux qui ne partagent pas leur religion ou qui ne partagent pas leur identité comme des animaux et comme des personnes à battre. Tout ça, c'est absolument faux. C'est ce que s'appelle la vérité aujourd'hui dans les médias occidentaux, mais c'est faux. C'est totalement faux. Bref, cette famille donnait gratuitement à la confrérie locale des prêtres et missionnaires courageux qui vivaient chichement de dons et d'un peu d'artisanat ses services. Étonnamment d'ailleurs, malgré la splendeur de cette église si importante pour la religion chrétienne, elle était complètement abandonnée, ainsi que ceux qui y travaillaient et qui y œuvraient depuis quasiment le 7e siècle ou 8e siècle après Jésus-Christ. La famille de Mohamed était musulmane, fière de sa foi. Cette nuit-là, le 9 octobre, en un instant, alors que tous dormaient dans leur maison, à la peinture encore fraîche, et que les enfants rêvaient de faire du vélo, surtout le jeune fils, ou de devenir médecin, la fille cadette, elle qui travaille si durement à l'école. Une bombe tombe, puis une autre. Ils sortent vite chercher un refuge, comme chaque nuit depuis 2 jours. Mais cette fois, leur maison s'effondre sous l'explosion de la 3e bombe surpuissante. Néanmoins, ils y survivent. Pas leur maison, ni leur quartier, et encore moins leur ville. Le boulanger et le pharmacien, ainsi que leur famille, sont tous morts, écrabouillés sous les décombres. Mais eux, ça va. À l'aune de Gaza, ils survivent. Aïcha a perdu un œil. Elle pourra continuer à coudre. Abdel, le jeune fils, un bras. Et sa jambe est si cassée qu'il ne pourra peut-être jamais faire de vélo. Les médecins hésitent d'ailleurs à l'amputer. Mais il continue à sourire. Il a la foi. Rania, la fille, ne sera jamais médecin, ou alors sur un fauteuil roulant. Sa colonne vertébrale a été brisée quand elle a sauté de sa chambre, avec son chat dans les bras. Le souffle de l'explosion l'a propulsée et elle est mal tombée. Depuis, elle ne parle plus. Ses yeux sont injectés de sang. Elle mange à peine. Les médecins sont inquiets. Dans sa tête, elle est dans une bulle et rêve de pouvoir parler à ses cousines américaines pour échapper à cette prison à ciel ouvert. Les cousines, elles, ne rêvent sans doute plus de la rejoindre dans cette belle maison qui faisait la fierté de la famille. Rania voudrait mourir, mais elle sait qu'elle doit vivre. Elle veut vivre. Mais en elle, tout est gris. Le soleil n'éclaire plus ses joues. Le bruit des bombes est devenu insupportable. Et elle ne peut plus écouter sa musique préférée. Elle avait découvert récemment une chanteuse française, Barbara. Barbara. Et sans comprendre les paroles, elle écoutait en boucle l'Aigle noir. Mohamed était, lui, amputé des 2 mains. Et dans le stress de ne plus pouvoir suivre son traitement anticancéreux, car les paquets envoyés du Canada n'arrivaient plus, Israël refusait de les faire entrer à Gaza. Et les paquets revenaient là-bas, à Vancouver, avec le tampon en hébreu, inconnu à cette adresse, comme un clin d'œil maléfique au chef-d'œuvre de Cressman Taylor.
intitulé « Inconnu à cette adresse ». Et vraiment, je vous recommande de lire pour comprendre toute l'horreur de ces paquets de médicaments qui reviennent avec la mention « Inconnu à cette adresse ». Pour Israël, y compris après le jugement de la Cour internationale de justice, tout ce qui soigne sert au Hamas, et c'est donc interdit. La France, qui prétendait avoir amené un hôpital militaire pour soigner les Gazaouis, n'en a pas soigné un seul. Tout est dans le discours, mais l'action, elle, est néfaste, l'action est destructrice. Un bon moyen de faire du nettoyage ethnique, de toute façon. La famille au Canada n'ose plus parler publiquement de cela aux médias ou à leurs proches. Ils sont traités d'antisémites et exclus des dîners en ville, ainsi que de nombreuses activités extrascolaires. Les enfants sont insultés. Elon Musk, lui, augmente le salaire de son programmeur, un des génies de son équipe d'intelligence artificielle. Il organise discrètement sa protection et lui promet de l'aider pour Gaza, lui demande juste de lui faire confiance, que ceux de la table rouge sont sans pitié, qu'il est obligé d'agir ainsi, et que, même si parfois ces actes pourront avoir l'air perturbants ou préoccupants, il faut qu'il lui fasse confiance. Il a un plan, il sait ce qu'il fait, il faut lui faire confiance. Najib, c'est son nom, ne comprend pas la table rouge, mais c'est qui ceux de la table rouge? Il n'en a jamais entendu parler. Il est perdu dans ses pensées, mais se promet de demander à Grok, l'IA de Musk, une réponse. La police a cessé d'interroger Najib pour savoir pourquoi il envoyait autant d'argent à Gaza. Ses comptes et ceux de sa femme sont enfin débloqués, mais le regard des voisins ne change pas. Ce qui a noté, ce que Najib note, c'est que les policiers ont finalement compris que Gaza, ce n'était pas le Hamas, et que le Hamas, ce n'était peut-être pas ce que beaucoup croient. L'officier enquêteur est confus, sa vie est bouleversée. La rencontre avec Najib le bouleverse complètement. Lui, l'élève modèle de la police. Le policier, hyper bien noté, comprend que toute sa vie est construite sur de nombreux mensonges, que tant est faux. Et il se met à en parler avec sa femme et avec son fils. Lorsque quelques jours plus tard, l'immeuble entier de ce policier s'effondre suite à une rupture de tuyaux de gaz dans la ville où ils sont installés. Coïncidence. Ce résultat sur Bill, l'enquêteur, et ce qui semble être pour Najib un assassinat, a donné des idées à ce programmeur de génie pour son IA et le sentiment d'urgence. Elon Musk lui demande de venir s'installer avec toute sa famille dans un campus où ils pourront être beaucoup mieux protégés parce qu'il s'inquiète pour sa vie. Ils sont observés. Najib s'intéresse à un espèce d'antivirus informatique. Comment apprendre à la machine à effacer les mensonges d'un programme? Comment faire germer la vérité dans un programme? Comment apprendre à la machine à être en quête du bon, du beau et du vrai, plutôt que d'être disciplinée à être une tueuse de l'humanité? D'un seul coup, ça devient la raison d'être de Najib et la raison pour laquelle Elon Musk lui donne son propre laboratoire de recherche, de programmation et le sécurise comme s'il était un chef d'État. Ces jours-ci, en voyant l'entretien de Vladimir Poutine avec Tucker Carlson, Najib était d'ailleurs rassuré. C'était ça la bonne piste. Mais comment le programmer? Comment apprendre à la machine la vérité? L'amour de la vérité et du juste. Il allait le découvrir. Mohamed et sa famille, finalement, déménagent de leur quartier vers le sud, vers Rafah, avec le chat de Rania, mais sans rien, pas même les agendas et albums photos,
même pas de téléphone mobile, ni celui de Mohamed, ni celui de sa femme. Impossible d'avoir une nouvelle SIM-carte, plus aucun contact. Le fils aîné de Mohamed a disparu depuis quelques jours déjà, avant le 7 octobre. Mais il est certainement en vie. D'ailleurs, il s'appelle maintenant Moïse. Il vit. Le 7 octobre, il a parfaitement réussi sa mission. La famille arrive vers Rafah, dans un camp de réfugiés. On les dirige vers une tente froide et humide qui est collective. Pendant des semaines, ils ne peuvent pas se laver facilement. Et autour d'eux, les gens dépérissent de maladies, de faim, de froid et de déprime. Noël passe, mais Mohamed et les siens ont la foi. Après que sa famille a été bombardée, il s'est promis de retrouver son fils aîné, d'aider sa femme devenue borne, mais qui pour lui est toujours la plus belle, son grand amour après Dieu, et de rendre heureux ses enfants, d'oublier le mal qui le ronge depuis qu'il a accepté le vaccin Pfizer en multidose pour continuer à travailler comme esclave de l'autre côté de la frontière pour certaines missions au milieu d'eau insalubre et de produits chimiques. Mais cette nuit du 11 février, maudite, dans leur tente, une bombe américaine est tombée. La suivante, celle qui jusque-là en avait tué d'autres et avait épargné la famille de Mohamed. Cette famille de Justin, ils sont tous morts, sauf le fils aîné, Moïse. Ils sont tous réduits en morceaux de viande et d'os par un envahisseur étrangement barbare, assoiffé de sang, qui serait une source d'inspiration pour le diable lui-même. Est-ce un proche de Macron qui tire les ficelles? Un parent? Mais le monde n'a rien vu et ne dira rien. Netanyahou impose son narratif, affiné lors de longues conversations secrètes avec eux, ceux de la table rouge, dont il ne sait rien, sauf que leur chef serait l'antéchrist et qu'il a cru reconnaître son accent français et sa voix. Et il a une idée, mais il ne veut pas le croire, bien que. Sinon, c'était le Super Bowl et 2 otages ont été libérés. Coïncidence parfaite. Cette histoire est un conte que je viens d'inventer. C'est le premier chapitre de mon futur roman, La Table Rouge. La réalité est bien pire que ce conte romancé. Ce matin, au moment où j'enregistre, je suis simplement triste. Le diable existe et nous l'avons en chair et en os parmi nous. Ce matin, je suis décidé à me battre. Et vous? Merci de partager cette vidéo, merci de la liker, merci de me contacter pour me rencontrer autour de Pot de Miel, merci de prendre des abonnements à ma chaîne Substack, merci de toute l'aide que vous pouvez apporter. Et je sais que pour la plupart d'entre vous c'est difficile, je vous fais aucune promesse, comme depuis toujours, à part que les pots de miel sont magnifiques, leur contenu est extraordinaire, c'est véritablement un grand cru, il est fait avec amour, parce qu'en fait l'important c'est de faire les choses avec amour. Et voilà, j'espère rencontrer le maximum d'entre vous, j'espère que vous prendrez du plaisir à voir cette vidéo, j'espère que vous prendrez du plaisir à la partager, j'espère que je vais réussir à continuer à écrire ce livre, que vous serez nombreux à suivre ces épisodes, puis finalement à l'acheter ou pas, mais ça n'a pas beaucoup d'importance en fait, parce que ce qui compte c'est que vous ayez envie de partager cela, de faire découvrir que le monde est magique, mais qu'il y a des gens qui sont extrêmement dangereux et qui veulent le détruire. Voilà, à bientôt, merci.